Dire que dans la société globalisée, on a des tuyaux d'orgue successifs qui sont les différents courants de pensée, les différentes religions, les différentes convictions, et que tout ça, ça fait du multi, et qu'il faut passer du multi à l'inter, donc établir de la transversale. Et nous travaillons depuis une douzaine d'années sur ce principe-là, avec on a pas mal fait avec les autorités européennes, avec un certain nombre d'organismes et de relais, et nous sommes en train maintenant de mettre en place des relais nouveaux. Bon, c'est encore un peu tôt pour en parler, mais enfin c'est juste pour dire que c'est un concept que nous nous efforçons de promouvoir et autour duquel nous nous sommes retrouvés avec Coexister en 2015. C'est ça que tu m'as dit, Samuel ? 2015. Voilà. Bref, donc, vous voyez, ça existe, ça fait partie des pistes du vivre ensemble. Et voilà, pour réchauffer un peu nos neurones après le ralentissement du déjeuner, on a trouvé que c'était une bonne idée d'en dire juste deux mots. Radia, si tu veux bien venir prendre le relais. Merci beaucoup Michel et merci pour cet accueil. Je suis très heureuse de partager avec vous une expérience. Alors, ce sera un peu différent de ce matin. Autant ce matin on a pu eu l'opportunité d'écouter des discours très réflexifs. Moi je vais vraiment me baser sur une expérience de terrain à la hauteur de ce que je suis capable de faire. Et d'ailleurs je vais commencer par ça, puisque tout discours a un biais, tout discours vient de quelque part. Ça vient d'un vécu, d'une expérience, d'une histoire, et c'est important que vous sachiez un peu qui vous avez en face de vous pour vous partager ces mots. Donc moi je suis Radia Bakouche, je suis présidente de l'association Coexister depuis 4 ans. Je suis engagée auprès de l'association depuis 6 ans, une association qui existe depuis 10 ans. J'ai 27 ans et tout au long de mon parcours personnel et professionnel, j'ai eu l'occasion de rencontrer, de me confronter à ce qui était différent de moi de plusieurs manières. J'ai grandi au Maroc d'abord, puis je suis venue en France, donc les identités plurielles, ça me connaît. J'ai aussi des origines, ma mère est libano-palestinienne, mon père est marocain, et la première altérité que j'avais envie de creuser à l'époque, c'était justement sur la situation que vivent les personnes israéliennes et palestiniennes, puisque ayant grandi avec une histoire, avec ce qu'on me racontait sur la situation israélo-palestinienne, j'avais envie de me faire mon propre avis, et donc pendant mes études, j'ai décidé d'aller vivre en Israël pendant 1 an. Je suis allée voir de l'autre côté, c'était le nom de mon blog à l'époque, voir de l'autre côté, et où j'ai pu me faire ma propre idée, me réconcilier aussi un peu avec cette histoire, me reconnecter aussi avec ce territoire, parce que une histoire c'est bien, mais j'avais un besoin de reconnexion avec la terre, et une découverte de ce qui se passait là-bas, non pas de manière manichéenne, tout n'est pas blanc et noir, mais vraiment d'essayer d'en comprendre la complexité. J'ai découvert là-bas des initiatives qui travaillent sur les questions de paix, des initiatives interreligieuses, interethniques, inter-tout, puisqu'il en existe des centaines dans cette région. Et c'est comme ça, et c'est à partir de là que j'ai conscientisé l'idée de l'interreligieux, que ça pouvait être un engagement. Et à la fin de mon année, je me suis dit, là n'est pas ma place, j'ai envie de travailler là-dessus, mais j'ai envie de travailler là-dessus dans un territoire et sur une terre dans laquelle j'ai envie de grandir et vieillir. Et donc c'était en France, et donc en rentrant en France, de manière très claire, j'ai tapé sur Google interreligieux, paix, France, et je suis tombée sur Coexister, et c'est comme ça que j'ai connu l'association et que j'ai commencé à m'y engager. Donc Coexister, qu'est-ce que c'est ? C'est plein de personnes comme moi qui arrivent avec des vécus, avec des histoires, et qui soit tapent interreligieux sur Google, parfois interconvictionnel, parfois engagement des jeunes, parfois lutte contre les discriminations, lutte contre les racismes, lutte contre l'antisémitisme. On arrive tous par différents chemins à coexister, et des personnes comme moi, il y en a eu 10 000 depuis 10 ans.
10 000 depuis 10 ans, des personnes qui ont vécu l'expérience Coexister et qui sont rentrées à Coexister pour se laisser transformer. Mais comment ça a commencé? Donc d'abord, rapidement, peut-être la fondation de Coexister. La fondation de Coexister, je parle sous le regard bienveillant de Samuel, qui était là le 14 janvier 2009 et qui a initié tout ça, puisqu'il est cofondateur de l'association. Le 14 janvier 2009, on est dans une situation en France, et en particulier à Paris, dans laquelle on reçoit plein d'informations, comme d'habitude, plein d'informations dans les médias, et notamment sur la première guerre gazaoui-israélienne, l'opération Plomb Durci, dont la haine est beaucoup importée en France. Et il y a des cortèges pro-israéliens, pro-palestiniens qui marchent, qui manifestent en France. Et ces cortèges, qui regroupent différentes communautés, se sont affrontés à Paris. Et à la suite de ces violences, il y a eu un rassemblement pour la paix pour dire « Attendez, on va essayer de parler de choses plus positives ». Et un rassemblement pour la paix organisé par une paroisse catholique, une mosquée et une synagogue dans le 15e arrondissement de Paris. Samuel était présent, ainsi que d'autres jeunes, et ils se sont dit, voilà, est-ce que ça vous dit en tant que jeune un peu différent, qu'on se réunisse et qu'on essaye de faire quelque chose de positif. Et 11 jeunes se sont retrouvés à la suite de ce rassemblement pour se dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous qui sommes différents, qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont décidé d'organiser un don du sang, et c'est l'action symbolique de Coexister, le don du sang, pour dire qu'on souhaitait faire couler le sang pour la paix et non pas pour la guerre. En miroir de la haine qui pouvait se produire au Moyen-Orient, des conflits qui pouvaient se produire au Moyen-Orient. En France, qu'est-ce qu'on en faisait de cette diversité? C'était l'action. Et je pense que ça, c'est hyper important, si vous deviez retenir une chose de l'expérience Coexister, c'est que de toutes ces différences, c'est l'action qui nous réunit le plus important. Donc après ça, après avoir agi, après avoir réuni près de 1000 personnes à ce don du sang en mai 2009, l'association a grandi, l'association s'est approfondie, l'association a développé une méthode, des pratiques de mieux vivre ensemble, des pratiques de la diversité. On a été aussi nuancé, on a aussi grandi avec les différents événements, le contexte en France, et notamment les différentes vagues d'attentats, 2012, puis 2015, et puis malheureusement quasiment tous les ans depuis 2015, 2016 avec l'assassinat du père Hamel, et puis tous les ans, c'est pas seulement un groupe parisien qui a décidé de s'engager, mais c'est d'autres groupes, c'est des personnes à Marseille, des personnes à Lyon, des personnes à Rennes, et au fur et à mesure, on s'est développé dans près de 40 villes en France. Donc aujourd'hui, Coexister, donc il y a l'action, mais il y a surtout une méthode qu'on propose à des jeunes de 15 à 35 ans. Et on leur dit, vous, en tant que jeunes, vous avez des convictions, on a des convictions, vous êtes différents, et on va vous proposer de vivre une expérience positive de la diversité. De vivre une expérience positive de la diversité, ils l'ont accepté, ils ont accepté d'en être les expériments, ils ont accepté de se laisser transformer par ce qu'ils venaient vivre au sein de Coexister, et c'est ainsi qu'à Coexister, on se considère un peu comme un laboratoire de création de liens, un laboratoire qui est évidemment changeant, parce que l'actualité change tous les jours, parce que nos identités changent tous les jours, mais voir comment est-ce qu'avec tout ce qui change, avec cette diversité, est-ce qu'on est capable de créer des liens solides et une société qui se comprend et qui a envie de vivre ensemble, qui a vraiment envie de vivre ensemble. Donc de manière très concrète, dans les différents programmes qu'on a à Saint-Coexister, on a un programme qui dure de septembre à juin pour les 15-35 ans dans les différentes villes de France dans lesquelles on est implanté, et on a un deuxième programme qui est les interventions en milieu scolaire, parce que si on a tous nos histoires pour être venus à Coexister, il y a eu forcément un déclic à un moment qui nous a amenés à Coexister, mais on veut donner la possibilité à d'autres de nous connaître, donner la possibilité à l'autre d'avoir ce déclic, d'avoir cette curiosité face à la diversité, et c'est pour ça qu'on intervient en milieu scolaire pour faire de la déconstruction de préjugés et surtout pour témoigner de l'expérience vécue. Donc on est intervenu depuis 10 ans devant près de 120 000 jeunes au sein des établissements scolaires, établissements privés, publics, établissements en milieu urbain, périurbain, rural. On essaye, en milieu privé, public, oui, c'est ce que j'ai dit, on essaye vraiment d'intervenir auprès de toutes les personnes possibles et inimaginables. Donc, au fur et à mesure de la création de Coexister, on est passé de l'expérience de l'action à aussi une réflexion, évidemment, enfin pour se dire, alors qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait, qui est-ce qu'on réunit au sein de Coexister. Et c'est ce qu'on se disait hier,
la notion d'interconvictionnalité, même si on l'a actée et mise dans les statuts de coexister et réfléchi, on l'a débattu longuement pour en faire vraiment une part de notre identité à coexister, ça a pris un long moment pour se dire mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous l'interconvictionnel? Si au sein de coexister, il y a toujours eu des personnes juives, chrétiennes, musulmanes, bouddhistes, athées, agnostiques, déistes et j'en passe, on ne l'avait pas affirmé comme tel au départ, et pourtant ça a toujours été une réalité. Pourquoi l'interconvictionnel? Pourquoi cette diversité-là? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de ces convictions religieuses, philosophiques et spirituelles? Parce que donc, la conviction, c'est ce en quoi l'on croit, mais c'est ce en quoi l'on croit et on en est convaincu. Donc extrêmement difficile de se dire, si j'en suis convaincu, pourquoi est-ce que l'autre en face de moi, pourquoi est-ce que cette personne n'en est pas convaincue aussi? Parce qu'en réalité, savoir que moi, ma couleur préférée, c'est le bordeaux et vous, le bleu, ça me dérange pas. C'est pas une identité substantielle, c'est pas un choix profond, réfléchi, choisi. Alors que la conviction, alors certes, elle nous vient de notre histoire, elle nous vient de notre éducation, elle nous vient de nos environnements familiaux et nos environnements d'amis, mais c'est surtout et aussi une conviction qu'on voit quand on se regarde seul face à un miroir. C'est quelque chose, c'est ce en quoi l'on croit profondément, c'est ce qu'on a dans le cœur, et donc c'est ce pourquoi ultime de notre avancée dans la vie. Et donc on se dit, ok, on est hyper différents, et comment est-ce qu'on réussit à vivre avec des personnes qui ont ces conceptions différentes du monde, qui ont cette conviction différente? Et ce qu'on a conscientisé, c'était que on a beau être profondément différent et croire de manière profondément différente, en réalité, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de se dire, cette conviction, qu'est-ce qu'elle m'amène à faire dans la vie? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire au nom de cette conviction? Et au nom de cette conviction, c'est là qu'on peut voir le commun qui se crée. Parce qu'au nom de ma conviction, donc moi je suis musulmane, je ne l'ai peut-être pas dit au départ, et pourtant c'est très important. Moi en tant que musulmane, moi ce que j'ai envie, c'est de me rapprocher de Dieu, c'est un des buts dans ma vie, c'est de me rapprocher de Dieu le plus possible, que tout devienne prière, et se rapprocher de Dieu, c'est se rapprocher des autres, et se rapprocher des autres, c'est se mettre au service des autres. Et en fait, je me suis rendu compte que cette conviction profonde que j'avais, elle existait dans plusieurs autres convictions profondes. Et donc, si on a beau avoir plusieurs convictions profondes, l'action est la même, le but est le même, l'objectif, le commun est le même. Alors pourquoi ne pas se concentrer là-dessus? Pourquoi essayer d'effacer cette différence-là, alors même que l'objectif, la vision, vers quoi est-ce que notre regard est tourné, celui-là est le même. Et c'est là-dessus qu'on a fondé, qu'il y a vraiment eu, qui est le cœur de la philosophie de coexister et de sa méthode d'action. Donc de manière très concrète, encore une fois, ça c'est l'abstrait, c'est comment est-ce que les convictions, nous tous, notre différence, elle nous permet de voir un commun, de voir quelque chose qui nous rassemble. De manière très concrète à coexister, donc c'est dans ces différents groupes locaux, on met en place un parcours, parce que la rencontre elle se fait pas en un jour, le fait de déterminer sa conviction ça se fait pas en un jour, le fait de trouver une cause commune et un regard commun ça se fait pas en un jour, donc c'est ce fameux parcours d'1 an dans lequel on a des activités de dialogue d'abord, dialogue pour apprendre à mieux se connaître, des activités de solidarité, l'action commune, et des activités de sensibilisation parce que la relation interpersonnelle créée entre deux personnes différentes, elle ne doit pas servir qu'aux deux personnes différentes, elle doit pouvoir servir à toute la société. Et donc aller au-devant d'autres personnes. Donc c'est quelque chose de très logique, c'est un liant. On ne peut pas faire du dialogue sans faire de la solidarité, sans faire de la sensibilisation. C'est un parcours global de coexister. Dialogue, solidarité et sensibilisation. Je vais peut-être vous donner des exemples, parce que dialogue, qu'est-ce que ça veut dire vraiment le dialogue? Après tout, il y a plein d'associations, et tant mieux, en France, qui font des événements de dialogue. Pourquoi est-ce que c'est un peu... Quel est l'apport ajouté, quelle est la valeur ajoutée au sein de coexister? Donc, nous, déjà, le dialogue, on en parlait aussi hier, parce que je pense qu'on a un peu la même vision, c'est pas d'arriver à un consensus à la fin. C'est pas d'arriver à se mettre d'accord. C'est pas de se dire, l'important c'est d'essayer de convaincre l'autre pour arriver à un boulgui-boulga de choses où on est tous d'accord et tout va bien. Non. La finalité du dialogue au sein de coexister, c'est d'arriver à dire, on est d'accord pour ne pas être d'accord. La seule chose sur laquelle on se met d'accord, c'est le fait de ne pas être d'accord. Et donc de creuser ça. Et en fait, on le dit souvent, si vous sortez d'un événement de coexister, un événement de dialogue de coexister en disant tout va bien, j'ai vraiment rencontré des gens qui nous ressemblaient, c'est que vous n'avez pas vécu un événement de dialogue de coexister. L'objectif, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, de sortir un peu des sentiers battus et justement d'aller voir plus loin.
Moi, je suis très heureuse de savoir que dans la foi chrétienne, la figure de Marie est très importante, très bien. Dans ma foi aussi, en tant que musulmane, la figure de Marie est très importante, très bien. Mais essayons de creuser où est la différence alors ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas pareil dans ces cas-là, si on se concentre seulement sur les points communs ? Donc essayez vraiment de creuser ça. Donc le dialogue n'a pas d'autre finalité à coexister que celui d'arriver à dire nous sommes d'accord pour ne pas être d'accord. En revanche, il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'en effet, si on est d'accord pour ne pas être d'accord, chacun rentre chez soi, et finalement, comment est-ce qu'on fait société à partir de ça ? Et donc c'est là qu'arrivent les activités de solidarité. Les opérations de solidarité, c'est de se dire, on ne va pas juste faire une opération de solidarité pour faire une opération de solidarité. On va se dire, toi, qu'est-ce qui te touche le plus ? Quelle est la chose pour laquelle tu as envie de t'engager dans la société ? Donc certains groupes coexistés vont décider de faire des maraudes alimentaires, d'autres des dons du sang, d'autres mettre en place des activités sur les enjeux environnementaux, et de se dire comment est-ce que dans ma ressource convictionnelle, comment est-ce que dans mes ressources textuelles et spirituelles, je m'engage là-dessus. Et de voir les autres faire la même chose, alors se crée quelque chose. Et donc, je dirais que l'impact direct, c'est aussi et surtout l'impact environnemental qu'on peut avoir, l'impact sur les personnes dans la précarité, l'impact sur les personnes qu'on est venu aider, mais il y a un autre impact et qui est essentiel dans coexister. L'autre impact, c'est d'avoir créé un souvenir commun, un souvenir d'action commune. Et ça aussi, c'est hyper important, parce que quand on apprend à connaître quelqu'un, c'est pas juste j'ai eu une discussion avec la personne, c'est j'ai créé quelque chose, on a créé quelque chose, on a monté un projet ensemble, on a fait quelque chose ensemble. Et donc c'est ça, la solidarité au sein de coexister. Et enfin, la sensibilisation. Et donc ça, les ateliers de sensibilisation, ça qui est hyper intéressant, c'est ça nous permet donc de témoigner de l'expérience, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais aussi de voir dans le regard des autres à quel point est-ce on a avancé dans la connaissance de l'altérité. Et en fait, si on ne prend pas aussi ce recul suffisant pour savoir ce qu'on a vécu, pour mettre des mots sur notre expérience, pour mettre des mots sur comment est-ce que l'impact de la rencontre, l'impact de l'altérité a eu sur ma vie, alors on ne bénéficie pas à 100% de cette rencontre avec l'altérité, de cette interconvictionnalité, de cette création de liens interpersonnels. Et donc la sensibilisation, le premier impact, c'est sur les personnes qui viennent sensibiliser. Et ça, c'est extrêmement difficile à expliquer en général, parce que les gens ils disent « Ah c'est super, vous allez parler à des jeunes, vous allez déconstruire leurs préjugés. » Oui, mais non, c'est aussi et surtout, quels mots est-ce qu'on va poser sur notre propre expérience ? Quels mots est-ce qu'on va poser face à des personnes qui n'en ont pas encore fait l'expérience ? Et donc, tout ce parcours, c'est pour montrer un peu la cohérence de tout un parcours, dialogue, solidarité et sensibilisation. Et on voit qu'à chaque étape, je vous parlais des difficultés qu'il peut y avoir sur la question du dialogue, mais il y a aussi des difficultés qui peuvent subvenir sur la question de la solidarité et des difficultés qui peuvent subvenir sur la question des sensibilisations. À chaque étape, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on considère qu'à coexister, c'est déjà du militantisme. C'est déjà un engagement que d'aller à la rencontre de l'autre. C'est pas quelque chose de facile. Et si on considère que c'est quelque chose de facile, alors, je le répète, c'est qu'on n'est pas encore allé assez loin dans la rencontre et dans la connaissance de la diversité. Donc ce programme étant mis en place, cette expérience du vécu, cette expérience proposée par l'association, mais comment est-ce qu'on fait pour la nourrir et pour l'enrichir ? Parce qu'encore une fois, il y a d'autres organisations qui pourraient faire du dialogue, faire de la solidarité, faire de la sensibilisation. Comment est-ce qu'on nourrit, comment est-ce qu'on continue de nourrir, nous, au sein de Coexister, notre action. Je voulais d'abord revenir à une des choses qui est très très importante pour nous, c'est nos 7 principes. Les principes de base de Coexister. Tout à l'heure, je disais, le commun, c'est ce vers quoi on regarde. Le commun, c'est ce vers quoi on va. Je me trompais un tout petit peu parce qu'il y a quand même, au tout départ, un socle commun minimal pour pouvoir permettre la rencontre. Parce que tout ça, c'est possible seulement dans un cadre de confiance. Et ce cadre de confiance, il se construit aussi au départ. Et donc, on a des principes, on a des prérequis. C'est des prérequis pour pouvoir vivre l'expérience à coexister. Et les 7 principes de coexister, c'est identité, altérité, unité, diversité, sincérité, liberté et laïcité. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Laïcité, c'est surtout parce que c'est ce qui
permet la liberté de conscience et c'est ce qui permet l'égalité de tous les citoyens et les citoyennes en France, cette liberté de conscience, donc cette liberté de conviction, donc cette liberté de culte, donc cette liberté de pratiquer ou de ne pas pratiquer, de croire ou de ne pas croire, de changer de conviction, de changer de religion, etc. Donc en réalité, le principe laïcité, c'est notre principe d'égalité. Le principe de liberté aussi. Liberté, ça veut dire que je reconnais à l'autre et à moi-même une liberté absolue, presque absolue, de conscience et de conviction. Et ça, par quoi est-ce que ça passe aussi? C'est que, je vais vous donner un exemple, au sein de Coexister, il y en a beaucoup qui arrivent en disant « Moi, je suis très ouvert d'esprit. Moi, je viens pour apporter mon ouverture aux autres parce que j'ai envie de témoigner de ça, je suis très ouvert, je suis très bienveillant, je suis déjà... je viens apporter ma pierre, mais en réalité, j'ai pas besoin d'être transformée. » Il y en a qui arrivent en se disant ça. Et en réalité, si ces personnes sont souvent très ouvertes vis-à-vis des personnes d'autres convictions, non, moi, en tant que musulmane, je suis vraiment très ouverte à l'égard des chrétiens, des athées, des agnostiques, etc. Et puis on se rend compte qu'en fait, ils ne sont pas du tout ouverts sur les personnes de sa propre conviction. Et notamment, moi, une des grosses sorties de zone de confort que j'ai eues en rentrant à Coexister, c'est la diversité qu'il y avait au sein même de l'islam et au sein même des musulmans et des musulmanes au sein de Coexister. Et un exemple très pratico-pratique, on a au sein des événements Coexister, des formations, des événements nationaux, etc., on a des salles de spiritualité où on peut aller faire sa prière, etc. Et on propose à d'autres personnes de venir assister à nos célébrations religieuses, par exemple. Et on organisait une prière musulmane, et donc voilà, on s'organise, il y a quelqu'un qui fait l'appel à la prière, quelqu'un qui se met devant pour être l'imam, etc. Et là, il y a quelqu'un une jeune dame qui vient voir une autre jeune dame et qui dit « Non, tu peux pas prier parce qu'il y a des hommes dans la salle, c'est pas possible. » En disant, mais je fais une correction fraternelle, c'est pour elle que je dis ça, c'est pour pas qu'elle fasse un péché, c'est pour elle en tant que musulmane. Je dis, mais en fait, ici, on n'est pas dans un cercle communautaire, on n'est pas dans une mosquée. Et si elle a envie de faire ça, c'est sa liberté, c'est la liberté qu'on se doit de lui donner. Et donc ça, c'est le cadre commun qu'on doit garder à Coexister. Là, j'ai donné un exemple musulman, mais j'ai aussi un exemple chrétien en tête, et notamment au sein même des catholiques, qui aussi se posaient ce genre de questions. On était à la messe, on était plusieurs membres de Coexister, on assistait à une messe, et puis à un moment de la messe, il y a une personne qui commence à applaudir sur un rythme de chant de messe assez entraînant, donc elle commence à applaudir, et une autre personne de Coexister à côté qui dit « Oh, mais c'est interdit d'applaudir à la messe, mais non, ne fais pas ça, ça me blesse ». Pareil, je leur dis c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes manières de vivre la messe, c'est pas parce qu'il y en a une qui a l'habitude d'applaudir à la messe et l'autre qui n'a pas l'habitude d'applaudir à la messe, qu'on ne peut pas quand même accepter la liberté de l'autre dans sa pratique et dans sa conviction. Ça, c'est des deux exemples hyper concrets et en plus en termes de pratique, mais les différences et la liberté, c'est sur tout plein d'autres choses. Et donc c'est pour ça que c'est un principe hyper important au sein de Coexister. Ensuite, il y a les principes d'identité et d'altérité. L'identité et l'altérité, c'est que ce qu'on dit aux gens avant d'arriver à Coexister, c'est que c'est pas Coexister ne fera pas d'accompagnement spirituel. C'est pas Coexister qui va vous dire qui vous êtes, va vous définir qui vous êtes. C'est par l'expérience Coexister que vous allez peut-être approfondir qui vous êtes. Donc vous devez arriver en vous disant oui, j'ai une identité propre. J'ai une identité propre qui sera un peu bousculée, qui sera renforcée, qui sera approfondie, mais j'ai une identité propre en arrivant à Coexister. Et l'altérité, c'est la même chose. C'est-à-dire que les autres personnes qui arrivent ont leurs identités propres. Et je reconnais cette altérité, je reconnais cette différence. Ça, c'est de manière micro, et de manière macro, parmi les principes de Coexister, il y a l'unité et la diversité. En arrivant à Coexister, même si l'unité n'est pas encore construite, puisque, comme je disais, l'unité, c'est quelque chose, c'est le commun, c'est ce vers quoi on regarde, si l'unité n'est pas encore construite, je suis persuadée, j'arrive à Coexister en disant, il est possible de construire l'unité. C'est possible. Et à partir de là, tout peut arriver. Si on dit que c'est possible, alors que tout peut arriver. Mais que cette unité, c'est pas l'uniformité. Et de ce fait-là, l'unité ne peut pas être reconnue sans la diversité. Et donc je reconnais qu'il y a des gens différents et qu'il y a une diversité non seulement dans la relation interpersonnelle, identité, altérité, mais aussi de manière globale. La diversité existe et la diversité, elle est positive. Et c'est une des intuitions fortes de Coexister. Et le dernier principe de Coexister, c'est la sincérité.
Et ça, c'est hyper important, on en discute beaucoup au sein de Coexister, on en a beaucoup discuté aussi avec Samuel notamment. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir le principe de sincérité, le prérequis de sincérité? Pourquoi est-ce que c'est important de se dire que le seul objectif de la rencontre, c'est la rencontre? C'est de ne pas essayer de convaincre, je ne viens pas pour montrer un meilleur visage de mon identité, je viens pour la rencontre, je viens pour cet équilibre entre l'identité et l'altérité, je viens pour cet équilibre entre l'unité et la diversité. Et la sincérité, ça empêche d'une certaine manière le syncrétisme, se dire je viens pour qu'en fait on ait une seule et même religion / conviction, et ça empêche également le prosélytisme, c'est que je ne viens pas pour convaincre, je ne viens pas pour ramener des personnes à ma cause. Quand je dis cause, pardon, c'est conviction. Et donc la sincérité dans la rencontre, la sincérité dans la relation, et puis la sincérité dans le regard que je porte, c'est hyper important. Mais c'est aussi la sincérité sur ce que je suis. C'est-à-dire être sincère aussi vis-à-vis de soi-même, de qu'est-ce que j'apporte, c'est quoi, quel est le moteur et quel est le levier que moi j'apporte pour vivre au sein de Coexister. Et ça, c'est les 7 principes, c'est les 7 prérequis. Et c'est les seules choses qu'on demande aux gens avant d'arriver à coexister. Ensuite, une autre chose qui est hyper importante pour nous au sein de Coexister, c'est la question des valeurs. La question des valeurs. Les valeurs à coexister, c'est l'intégrité, la fraternité, la cohésion, la bienveillance, la lucidité, le respect et l'empathie. Alors vous me direz, mais comment ça, le respect n'est pas un prérequis de coexister? Ça paraît absurde. Ou la bienveillance n'est pas un prérequis à coexister, ça paraît absurde. Parce qu'en fait, toutes ces valeurs-là, en arrivant à coexister, on s'engage à les faire grandir. Et là, on arrive à la dimension d'apprentissage qui est essentielle au sein de coexister. C'est-à-dire qu'on vient vivre une expérience, mais ce avec quoi on ressort, c'est qu'en fait, on ne finira jamais, jamais, jamais d'apprendre. On ne finira jamais d'apprendre à connaître l'altérité. On n'arrêtera jamais d'apprendre à connaître nos diversités. Jamais. Si on considère que ça y est, on a fini d'être bienveillant, c'est le moment où on commence à ne plus être bienveillant. La bienveillance, ça s'apprend tous les jours. Parce qu'en fait, on est humain, on catégorise beaucoup, on a forcément des préjugés, on a forcément des choses dans notre environnement et dans notre entourage qui font qu'on va essentialiser un minimum. Alors se dire tous les jours j'apprends, tous les jours je vais un peu plus loin et tous les jours j'essaie d'être un peu plus respectueux, j'essaie d'être un peu plus empathique, j'essaie d'être un peu plus bienveillant. Et donc ça c'est l'apprentissage. Le fait que la paix, la cohésion, la diversité, ça s'apprend. Ça s'apprend, ça prend du temps et ça s'apprend. Et ça, c'est une dimension qui est hyper importante parce que nous, on a un mouvement d'éducation, de jeunesse et d'éducation populaire, mais en réalité, ça ne finit pas de s'apprendre seulement quand on est jeune. Ça s'apprend tout au long de la vie. Tout au long de la vie, on apprend à être un peu plus bienveillant, à poser les questions sans blesser l'autre, à rencontrer l'autre. Et ainsi, on développe une véritable intelligence, l'intelligence de l'altérité, l'intelligence de la rencontre, et l'intelligence dans l'interconvictionnalité, qui est cette manière de voir la diversité, une des diversités les plus profondes et les plus intérieures. Pour terminer, après avoir parlé justement de l'apprentissage, parce que pour moi c'est ce qui nourrit le plus tout le parcours Coexister, pour conclure, moi j'ai envie de vous partager comme conseil et comme une des méthodes de vivre ensemble, c'est l'apprentissage de l'empathie. Donc c'est une des 7 valeurs de Coexister et qui est pour moi une des plus belles, une des plus vraies et une des plus difficiles. C'est quoi l'empathie? Il ne faut pas non plus tomber dans l'être une éponge émotionnelle, il ne faut pas non plus se dire qu'on vit la souffrance à la place de l'autre. Il ne faut pas se dire ça y est, j'ai tout compris parce qu'on m'a expliqué. L'empathie, ça vient de connaissance, ça vient de savoir-être, ça vient de savoir-faire, ça vient d'expérience, ça vient de temps. Enfin, l'empathie, ça se développe de plusieurs manières. Et pour vous donner un exemple de là où j'ai le plus ressenti l'empathie, où j'ai le plus ressenti ce que c'était profondément l'empathie, et parce que j'avais développé à Coexister, c'était le 9 janvier 2015, au moment des attentats de l'Hypercacher. Donc l'Hypercacher, c'est donc le supermarché qui vend beaucoup de choses chères et qui a été attaqué le 9 janvier. Les attentats de l'Hypercacher, si j'avais jamais rencontré l'altérité, si j'avais jamais rencontré de personnes juives, pour moi c'était un attentat comme les autres, donc déjà c'est hyper dur, c'est
horrible, les attentats en règle générale, c'est affreux. Mais là, pourquoi il y avait une empathie supplémentaire? Parce que je savais qu'il pouvait y avoir la grand-mère, la tante, la cousine, ou même mes propres amis. Et donc là, en fait, dans le cercle de confiance et dans mon environnement d'amis, j'ai des personnes qui auraient pu être là-bas. Et donc ça me touche 2 fois plus. Et là, l'empathie, elle est beaucoup plus forte. Et c'est pour ça que l'empathie rend fragile aussi. Et je pense qu'il faut accepter aussi dans la rencontre avec l'altérité et dans cette connaissance de la diversité, le fait que quand on développe ce type de valeurs, comme l'empathie, on accepte aussi d'être plus fragile. On accepte aussi d'être plus fragile et donc un peu plus vrai. Et voir le monde à travers le regard d'autres personnes, moi aujourd'hui, après 4 ans à Coexisté, c'est ce qui fait que je suis encore engagée. C'est vraiment découvrir le monde à travers d'autres regards. Donc ça, c'est assez personnel de comment est-ce que je continue mon engagement à Coexisté, parce que on pourrait dire, 4 ans, 6 ans à Coexisté, j'ai appris plein de choses, j'ai plein de connaissances, plein de savoir-être, etc. Mais le fait de développer et de continuer d'apprendre de ces valeurs, et le fait d'accepter cette fragilité qui n'est pas facile, et le fait de découvrir en fait le regard, de découvrir le monde à travers d'autres regards, ça me permet de me décentrer et en même temps de me recentrer complètement. Et mon dernier mot, puisqu'il me reste exactement 15 secondes, c'est de vous dire que la paix est positive, elle se conscientise d'abord, elle s'expérimente et elle s'apprend. Et c'est le conseil que je vous donne aujourd'hui. Merci beaucoup. Bravo et merci. Je crois que les applaudissements étaient nourris et surtout sincères, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté notre invitation et merci pour ce témoignage qui, à la fois, sortait de tes mots, de tes tripes et à travers toi, on sentait tous ces dizaines de milliers de jeunes formés, ces cohortes de coexistants, qui étaient là et dont tu étais la porte-parole. Merci beaucoup. Après ce moment bien dynamique, on va enchaîner avec, je suppose, le même type de trajectoire. Samuel, si tu veux bien rejoindre la tribune et nous expliquer un petit peu, une fois que les jeunes coexistants ont coexisté de façon suffisamment profonde, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Bonjour à toutes et à tous. Ça va? Oui. Tenez le coup. Merci pour votre accueil et votre présence aujourd'hui. Pour rebondir sur ce que tu disais, Radia, il y a 2 petites choses qui me venaient à l'esprit. D'abord, une anecdote supplémentaire pour appuyer ton propos au sujet de l'hypercachère. Quand j'ai quitté la présidence de Coexisté en 2015 et que tu étais candidate à ma succession, vous étiez 3 candidats, avec un jeune garçon qui s'appelait Ilan Shalom, qui est juif, et le père de la meilleure amie d'enfance de Ilan était dans l'hypercachère. Et donc Ilan, qui était avec nous à cet instant, parce qu'il était dans ton bureau d'ailleurs, parce qu'on avait choisi aussi d'habiter la démocratie autrement, donc coexister. Et donc les 2 candidats qui se sont présentés avec toi s'étaient engagés à l'avance, mais tu avais fait pareil d'ailleurs, qu'en cas de défaite aux élections de la présidence de coexister, soit les adjoints du futur élu ou de la future élue. Donc Ilan travaillait avec toi comme vice-président et ce proche était dans l'hypercachère pendant les heures de la prise d'otage, il s'en est sorti indemne. Mais effectivement, cette empathie, elle était complètement réelle. La deuxième chose auquel je pensais, c'est que ton mot de la fin, c'était la paix s'apprend. La paix s'apprend, et je pense que ça, c'est peut-être un des substrats les plus essentiels de ce qu'on essaie de vivre à coexister, et en dehors de coexister à travers d'autres structures que Coexister a pu contribuer à initier, comme celle dont je vais parler maintenant, qui s'appelle Convivencia, qui est un cabinet de formation. Je vais donc prendre le temps de vous exposer ce qu'on fait, et pourquoi on le fait, et comment on le fait. Je crois que la paix s'apprend, ça peut paraître anodin de le dire, mais ça ne va pas de soi pour tout le monde. La définition de la paix est souvent réduite à une définition par la négative, l'absence de violence ou l'absence de guerre.
elle est aussi souvent réduite à des relations entre des États, ou à de la diplomatie, ou à des relations internationales, alors que d'accepter, postuler qu'elle est un apprentissage, que cet apprentissage prend du temps, qu'elle est l'affaire de certaines, de chacun et chacune, pardon, c'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a un adage d'ailleurs très connu dans la Rome antique qui disait « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Si vis pacem para bellum. Je crois que Coexister aimerait bien pouvoir proposer une nouvelle devise aux Nations Unies et à toute la construction de la paix dans le monde. Si tu veux la paix, prépare la paix. Si vis pacem, para pacem. Si tu veux la paix, prépare la paix, puisque la paix se prépare, la paix se protège, la paix s'apprend, et la paix est toujours inachevée, parce que toujours à construire davantage et à consolider. Ça, je pense que c'est très important de se le dire. Et c'est aussi d'ailleurs ce que révèle la violence pour moi dans nos sociétés, c'est que la violence terroriste, qui est une violence physique visible, mais aussi toutes les violences invisibles, dont on va parler aussi avec les discriminations, eh bien, la meilleure façon de se prévenir de la violence, c'est de ne pas laisser la violence passer à travers nous, ce que les non-violents avaient déjà révélé, c'est d'apprendre à faire la paix et à se faire la paix. Alors pour me présenter, je reprendrai ton petit déroulé en commençant par toi-même, c'est pas mal de savoir se positionner. Donc moi je m'appelle Samuel Grzybowski, comme vous le voyez ici, j'ai un nom qui est très gaulois. Mon aïeul était polonais en 1830, mais il y avait déjà une histoire d'amour avec la France quand même, puisque quand les Russes ont récupéré le duché de Varsovie en 1815, en 1830 la France passe en régime semi-démocratique, semi-républicain, avec la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe. Et donc les Russes tsaristes à l'époque n'apprécient pas beaucoup cette prise de liberté de la France, et donc décident d'attaquer la France, comme tous les régimes impériaux et monarchiques d'Europe. Et donc dans cette attaque de la France, ils imposent aux Polonais d'être mobilisés pour attaquer la France, et ma famille faisait partie de l'élite polonaise et refuse cette mobilisation par loyauté pour la France révolutionnaire, qui avait été à l'origine de la création du duché de Varsovie. Et donc ils vont tous être assassinés, sauf un survivant qui avait 16 ans. 16 ans, c'est très important pour moi, parce que c'est l'âge auquel j'ai fondé Coexister en partant d'une initiative de quartier. Et à 16 ans, il traverse l'Europe, et je trouve que ce chemin-là m'inspire beaucoup, et je pense pour beaucoup d'entre nous, ces chemins aussi de trajectoire inspirent nos vies, le voyage et l'ascendance. Et il arrive en France à 17 ans, où il devient médecin, et je suis la 6e génération de Français naturalisés. Ça, c'était pour l'histoire personnelle. Quand j'ai grandi, l'altérité, pour moi, elle a pris un tout autre visage. C'est pas tellement au sein de ma famille, j'ai pas la chance d'avoir des grands-parents libanais et palestiniens en même temps, ça c'est quand même assez inouï. Mais j'ai la chance d'avoir été dans une école primaire tout à fait singulière, dans laquelle il y avait 200 enfants. Et dans ces 200 enfants, vous aviez la moitié des enfants qui étaient internes. Dans une école primaire, c'est assez rare pour être noté. Internes parce que confisqués à leurs parents, ou privés de leurs parents par la DAS, par l'ASE, parce que violence, précarité, incapacité à assumer sa responsabilité de parent, etc. Et donc une moitié d'enfants forcément confrontés à des souffrances et des difficultés tout à fait singulières. L'autre moitié des enfants étaient des enfants plutôt du quartier, donc petite bourgeoisie du 15e arrondissement. Mais dans ce mélange, vous aviez des enfants de diplomates africains qui côtoyaient des réfugiés du génocide cambodgien, et on pouvait compter sur seulement 200 enfants, 42 nationalités. Pas 42 origines, 42 nationalités. Et chaque rentrée, il y avait cette grande carte du monde sur laquelle chacune venait poser le drapeau de son pays d'origine. Et le mien était facile à retenir, c'était une ligne rouge, une ligne blanche. C'est dans ce sens-là, parce que l'inverse c'est Monaco, faut pas confondre. Et je ne suis pas d'origine monégasque, j'aurais bien aimé pour faire un don à Coexister, mais je suis juste d'origine polonaise. Et dans cette école primaire où j'ai grandi, la pédagogie incarnée par les enseignants et la directrice s'appelle la pédagogie arc-en-ciel, inspirée de l'Afrique du Sud de Nelson Mandela. Tous les mercredis matins, 7 religions étaient enseignées et pratiquées dans l'école, donc pas simplement le catéchisme, quoi que ce soit une école catholique. Et dans cette oasis de diversité respectée, promue, entretenue par l'école, j'ai appris à développer cette singularité qui est la mienne et qui est chacune d'entre nous est absolument unique. Et découvrir cette unicité dès l'école primaire, ça a été une chance inouïe, qui s'est incarnée par un retour de bâton en rentrant au collège, puisque au collège, il vaut mieux être comme tout le monde.
et que ce qui dépasse dérange. Et donc, je vais commencer une scolarité au collège, comme à peu près 5% des enfants d'une classe d'âge, à base de harcèlement, assez violent, assez intensif, dont j'ai mis des années d'abord à conscientiser et ensuite à me remettre. Et ce harcèlement m'a beaucoup intrigué. Le collège où j'étais, on était 2000 enfants, donc 10 fois plus que l'école primaire. Et sur ces 2000 enfants, il n'y avait cette fois-ci que des blancs, très majoritairement, enfin exclusivement de milieux aisés, très majoritairement de familles chrétiennes, parfois souvent devenues athées. Et dans cet établissement très uniforme, il y avait une incapacité justement à accepter ce qui pouvait être perçu comme une différence. Alors cette différence, elle vaut pour la culture, elle valait pour les opinions politiques, elle valait pour les vêtements, elle valait pour le rapport à la fête, le rapport à la sexualité, le rapport aux autres. Et toutes ces choses-là étaient des objets de pression, d'humiliation, de dénigrement de celles et ceux qui ne rentraient pas tout à fait dans le moule et dont je pouvais faire l'objet. À cette époque, pour l'anecdote, je le dis parce que tout à l'heure je suis passé devant le stade Chaban-Delmas ému. À cette époque, la seule famille que j'avais, en dehors de ma vraie famille bien sûr, qui a toujours été là pour moi, mais la seule famille que j'avais socialement, c'était le Parc des Princes, donc le stade du Paris Saint-Germain, puisque j'étais abonné au Parc des Princes depuis mon entrée en 6e et j'y ai rencontré une communauté de fans de foot qui, à leur manière, vivaient le diversité de convictions, unité dans l'action. La devise de coexister. Alors, c'est pas n'importe quelle action, c'est l'action au football, hein, mais c'était quelque chose de cet ordre-là, puisque le Parc des Princes était un bouillon multiculturel, il est toujours un bouillon multiculturel, centré sur le foot. Et cette expérience au Parc des Princes m'a beaucoup enrichi, à la fois pour tenir le harcèlement la semaine, il y avait le Parc des Princes le week-end, je savais que j'allais prendre des gens dans les bras tous les samedis, puisque dès qu'on marque un but, ce qui était quand même le cas pour le PSG, les Coqs un peu déjà, je savais que j'allais pouvoir faire des câlins à mes voisins et crier de joie avec des gens que je ne connaissais pas. Et ça, c'était assez enrichissant comme expérience. Je pense que la quête qui est la mienne depuis que Coexister existe et bien avant, c'est d'essayer de rétablir dans la société les conditions d'harmonie, de vivre ensemble que mon école primaire avait réussi à créer. J'ai jamais voulu abdiquer. Depuis que j'ai quitté le CM2, je suis déterminé à faire de la France mon école Saint-Charles, puisque c'est pas possible que ça n'existe que pendant 5 ans, c'était trop bien, je veux pour toujours. Et c'est vrai qu'en arrivant au collège et au lycée, cette violence-là de l'uniformité a été pour moi un déterminant très fort de dire je ne lâcherai rien tant qu'on n'aura pas rétabli ces conditions-là. Et je me souviens d'ailleurs que quand j'étais à cette époque, après le Parc des Princes, en rentrant au lycée, la directrice de mon école primaire reçoit la Légion d'honneur. Alors je vais à la remise de médailles et je lui demande « Mais sœur Monique, est-ce que vous avez un secret ?» Parce que en vrai, ce qu'on a fait à l'école Saint-Charles, c'était quand même sensationnel. Et elle me dit « Oui, bien sûr, c'était grâce à votre différence. » Je l'ai regardé, je lui ai dit « Grâce à la différence ?» Mais en général, la différence, c'est plus un obstacle à dépasser, un problème à régler qu'une solution trouvée. Il me dit « Non, vous m'avez pas écouté, monsieur Zilowski. Je vous ai dit grâce à votre différence, parce que d'habitude, on dit malgré la différence. Moi, je vous dis grâce à votre différence. » Grâce à votre différence. Puis vous savez, Samuel, les religions existent, les différences existent. La question n'est pas de savoir ce qu'on en pense. La question n'est pas de savoir si on est pour ou contre. La question, c'est de savoir ce qu'on en fait. Et moi, j'ai voulu en faire le meilleur et éviter le pire. Parce que la seule alternative à la coexistence, me dit-elle, c'est la codestruction. D'accord. Je rentre chez moi pour réfléchir sur cette phrase-là. Quand j'ai donc quitté la présidence de Coexister en 2015, pour éviter le syndrome du fondateur qui ne veut pas quitter la structure dont il est à l'initiative, je me suis beaucoup interrogé sur les suites de cet engagement. Et c'était une année d'autant plus difficile que 2015, c'est le pic de terrorisme en France, vous vous en souvenez. On parle beaucoup du terrorisme, j'ai remarqué, mais c'est pour cause, parce qu'en fait, le terrorisme dans notre pays, c'est au-delà du terrorisme. On le sait, c'est pas simplement, et c'est déjà beaucoup, 23 attaques et 300 morts. C'est une société complètement fragmentée, c'est une peur sociale, c'est une phobie croissante à l'égard de l'islam, c'est des incompréhensions, c'est du racisme, c'est l'extrême droite au second tour, c'est beaucoup de choses en même temps. Donc c'est un phénomène qui revêt beaucoup des choses auxquelles on s'attaque avec Coexister. Et je pense d'ailleurs, puisque c'est le propos de mon intervention tout de suite, que le monde du travail a beaucoup à jouer dans cette lutte contre la division déjà, et plus spécifiquement contre notre adversaire du moment qui est l'État islamique. Quand j'ai quitté la présidence de Coexister, je cherche donc cette transformation de l'engagement
Et on s'interroge avec un autre cofondateur qui s'appelle Victor, qui est athée, qui était invité aussi aujourd'hui mais qui ne peut pas venir, qui a écrit un livre d'ailleurs fantastique qui s'appelle « Je suis athée, croyez-moi ». Et il explique pourquoi justement l'athéisme participe de l'interconvictionnel. Et pas simplement l'interreligieux. Et avec Victor, on s'interroge et on se dit, c'est vrai qu'on a quand même acquis beaucoup de choses en 7 ans de militantisme, on a une connaissance du sujet, une pratique, etc. Et puis, avec Radia comme présidente, l'association va tourner sans nous. Pourquoi ne pas aller voir comment aider le monde du travail ? 40 millions de Français travaillent. Le travail, pour beaucoup d'entre nous, c'est le cœur de notre vie sociale, c'est aussi la source de nos revenus, de notre richesse et donc de notre subsistance. C'est un lieu extrêmement fondamental où se jouent beaucoup de choses. Et pour faire le lien avec le terrorisme et la fragmentation, vous savez qu'en France, il y a une étude qui est faite chaque année par France Stratégie pour révéler s'il existe des discriminations à l'embauche sur les CV. Alors la méthode est pernicieuse, on envoie 20 000 faux CV à des entreprises. Selon la méthode toute simple, on prend le même CV, on change juste le prénom et l'adhésion au mouvement de scoutisme. Scout juif, scout musulman, scout bouddhiste, scout israélite, scout catho, scout athée. Donc même parcours, même prénom, même ville de naissance, hein. Tout est absolument pareil. On change juste, le prénom et le scoutisme. Et là, on se rend compte de choses complètement sensationnelles. Si vous êtes une femme musulmane, vous avez 2 fois moins de chances d'arriver à l'entretien d'embauche. C'est pas en pourcentage, hein. Donc c'est 100% de chances en moins, puisque c'est 2 fois moins. Mais pire, si vous êtes musulman, vous avez 8 fois moins de chances d'arriver à l'entretien d'embauche. Aujourd'hui, en France. Vous êtes perçu comme musulman, vous avez 8 fois moins de chances d'être sollicité pour un entretien. Ça, c'est juste la réalité empirique d'un chiffre du gouvernement. Donc c'est pas une association de défense des musulmans qu'on pourrait soupçonner à tort ou à raison d'être communautariste. C'est les chiffres de France Stratégie. Ça dit quelque chose aussi du mécanisme d'exclusion et de ce rouleau compresseur qui broie justement des vies en faisant comprendre à certains et certaines, vous n'avez pas le droit de citer dans notre société, quoi. D'accord, mais à la marge. Quand on s'est interrogé sur le monde du travail, on s'est dit, classiquement, ce qui peut être utile, c'est de développer nos compétences en entrepreneuriat social et de créer une entreprise sociale qui sera un cabinet de conseil et de formation et qui va vivre dans les espaces professionnels, ce que Coexister vit déjà avec les jeunes. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a des métiers à valoriser. Finalement, médiateur des religions, ça n'existe pas comme métier en France. On pourrait faire un peu ce job-là, puisqu'on l'a acquis avec Coexister, et peut-être que d'autres coexistants plus tard, Radia, quand elle aura terminé son mandat, seront intéressés pour devenir médiateur des religions. On embauche. Première raison. Deuxième raison, parce qu'il y a une sphère d'impact beaucoup plus importante que les jeunes, d'accord ? Parce qu'il y a 15 millions de jeunes en France, 40 millions de travailleurs, donc on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. La réalité, d'ailleurs, c'est avéré correcte, puisque en 3 ans, on a rencontré, à 200 personnes près, presque autant de collaborateurs et collaboratrices en visu que de nombre de jeunes que Coexister accompagnés en 10 ans. Donc 3 ans, 10 ans. En gros, ça va 3 fois plus vite, quoi. Pourquoi ? Parce que les collaborateurs, ils ont pas le choix. Enfin, une fois que la boîte a décidé de leur proposer un programme de formation, on les rencontre, ils sont là, alors ils passent un bon moment, je vous rassure, hein. Mais il y a une forme de rétention de la participation, alors que Coexister est basé sur la libre participation, le bénévolat, et donc la mobilisation des jeunes, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est une question pour beaucoup d'organisations qui se soucient de mobiliser les plus jeunes. Et la troisième raison, donc je vous ai dit la première c'est des métiers à valoriser, la deuxième c'est l'impact, et la troisième raison c'était l'économie. On s'est aussi rendu compte que beaucoup des problèmes de notre société avaient quelque part une source économique. Souvent, il y avait quelque chose à voir avec la rémunération du capital, parce que plus le capital est rémunéré, plus on fait fi de principes sociaux et environnementaux qui passent au second plan. Ça, c'est une réalité statistique aussi, il faut regarder le rapport de Oxfam. Et donc, on s'est dit, si on crée une entreprise, on va faire une entreprise sociale pour incarner jusqu'au bout le type de société dans laquelle on veut vivre. Et donc, si on fait une entreprise sociale, ce serait une entreprise qui va reverser tous ses excédents, tous ses dividendes, donc on reverse nos excédents à Coexister, une entreprise qui va fonctionner de manière horizontale, une entreprise qui va vendre un produit qui est bon pour la société et pas vendre de la merde, si vous passez l'expression, pour justifier ça par de l'embauche et des salaires, etc. Et donc on crée cette entreprise sociale, Convivencia, qui fait partie de l'économie sociale et solidaire, pour exploiter des métiers disponibles, avoir un impact dans le monde du travail et reverser nos excédents à Coexister. Convivencia, on a bientôt 4 ans là, on en a 4 ans dans un mois.
Et en 4 années de travaux, qu'est-ce qu'on a fait? On a en gros déployé 2 types de programmes. Soit on a un grand catalogue de formation sur le fait religieux, la laïcité, la non-violence, la géopolitique du djihad, la lutte contre les préjugés et les discriminations, le racisme, les formes de vivre ensemble, parce qu'il y a plusieurs écoles de vivre ensemble dans le monde appliquées aujourd'hui, puis appliquées dans l'histoire aussi. Et donc, l'entreprise, la vôtre, hein, si vous voulez, la semaine prochaine, vous nous appelez, peut regarder dans un catalogue et nous dire, voilà, je suis intéressé par cette formation, j'ai un besoin pour mes managers, mes collaborateurs, mon staff, mon COMEX, etc. La deuxième possibilité, et ça c'est beaucoup plus intéressant, c'est qu'un grand groupe nous dise, aujourd'hui c'est le bordel chez moi sur le sujet, il ne se passe rien, j'ai besoin d'être accompagné pendant longtemps pour complètement changer ma pratique dans ma relation à la diversité religieuse, et donc je sollicite votre accompagnement pour 1 an et demi de travaux pour changer nos pratiques. Aujourd'hui, on le fait pour 2 grands groupes. On le fait pour le groupe Total, qui a 120 000 collaborateurs, et le groupe Schenker, qui est un groupe de poids lourds. Vous avez peut-être vu les poids lourds Schenker souvent sur l'autoroute. Il y a 7000 poids lourds Schenker en France. Et donc, ces 2 entreprises nous demandent très concrètement de les accompagner vers un changement où la diversité religieuse est prise en compte et valorisée. Typiquement, sur les 7000 chauffeurs de poids lourds, vous en avez 5000 qui pratiquent régulièrement la prière musulmane, mais il n'y a pas de parole de l'entreprise dessus. Alors, ils prient sur les parkings, dans les stations essence, dans les gymnases, sur les plateformes d'approvisionnement, dans les lieux de chargement, parfois sous le camion, parce qu'on fait comme si ça n'existait pas. Donc là, il y a quelque chose à faire, quelque chose à dire. Est-ce que c'est possible ou pas de pratiquer sa religion dans l'espace de travail? Comment? Selon quelles règles? Selon quelles limites? Et d'ailleurs, petit sondage pour voir un peu votre relation à la question. Est-ce que vous pensez que la laïcité s'applique dans l'entreprise? Levez la main, c'est ceux qui pensent que la laïcité s'applique dans l'entreprise. Ah, vous avez trouvé la réponse. Donc dans une entreprise publique? Oui. Et une entreprise privée? Non. C'est bon, on vous embauche demain, hein, venez. Exactement. La laïcité s'applique globalement, et vous avez raison de faire comme ça, parce qu'il y a plein d'exceptions et de règles, etc. Mais globalement, une entreprise publique est soumise à toutes les règles de neutralité de l'État, bien sûr, y compris la SNCF, qui est publique pour encore 6 semaines. Et les entreprises privées ne sont pas soumises à l'injonction de neutralité, et donc les religions peuvent non seulement s'exprimer, mais être pratiquées dans le cadre du travail. Alors, avec qui est-ce qu'on a mené ce type de projet depuis 4 ans? Ça peut être soit de grosses entreprises, comme je viens de vous le citer, mais ça peut aussi être des administrations, préfectures, conseils régionaux, conseils départementaux, et en particulier une qui nous sollicite beaucoup, l'administration pénitentiaire, avec qui on essaye de mesurer le niveau d'adhésion à différentes religions des détenus qu'on accompagne. Donc on va former un détenu sur un long terme, et puis on va essayer de mesurer sa connaissance des faits religieux de la laïcité. Ça c'est très intéressant. Parfois c'est très confidentiel en fonction du détenu, mais globalement c'est très riche parce que c'est très concret et que la question de l'insertion et de l'approbation des détenus, en France on a 65 000 détenus, dont 2 000 détenus de l'État islamique, et donc c'est forcément un sujet important. Et il y en a 2 000, hein. Je vous ai vu choqué. Mais quand même, pour valoriser le système français, on a beaucoup moins de détenus que beaucoup de démocraties occidentales. Alors beaucoup plus que les pays scandinaves, mais beaucoup moins que l'Angleterre, les États-Unis, la Grèce, l'Espagne, l'Italie. Ça, c'est juste pour faire cocorico 3 secondes, même si on a beaucoup de défauts. Alors, cette liberté de conviction dont on parle tout à l'heure, qui est protégée par un article des droits de l'homme, elle est encadrée. Et c'est là, du coup, qu'il y a un sujet parfois qui est compliqué, c'est que cette liberté, elle est protégée par un droit qui est considéré comme fondamental, article 18 des droits humains. Chacun est libre d'avoir une conviction, une religion, de ne pas avoir de religion ou d'en changer, et de manifester sa conviction seul ou en commun, en public ou en privé. En public ou en privé. Hein. C'est écrit, article 18, d'un texte qui a valeur supra-constitutionnelle dans notre pays. Par contre, parfois, on débat quand même de savoir si on peut montrer sa religion en public. Alors que c'est dans un texte qui est plus important encore que le premier article de la Constitution, puisqu'il a valeur, je le répète, supra-constitutionnelle. Et d'ailleurs, petite digression qui va éclairer notre journée sur l'altérité, est-ce que vous pourriez me redire comme ça spontanément le premier article de la Constitution française? La France est une et indivisible. Voilà, alors ça c'est une culture qui est tellement solide en France, ben c'est complètement faux. Il n'est plus écrit dans la Constitution depuis 1958 que la France est une. Pourquoi? Parce qu'elle est plurielle. C'était un choix du législateur et surtout du constitutionnaliste De Gaulle et Debré. La France n'est plus une depuis 1958.
Pourtant, elle s'est répétée à longueur de journée, et je vois au bureau une fois sur un plateau qui hurlait « Non, non, une chose fausse ne devient pas vraie à force d'être répétée !» Et c'est exactement ça. La République n'est pas une, la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Pourquoi indivisible et pas une ? Parce que le une crée cette ambiguïté d'une France uniforme, justement. Et on voit bien avec tout ce qui a été développé comme réflexion sur l'unité n'est pas l'uniformité, pour que cette France soit vraiment plurielle, on ne pouvait pas dire qu'elle était une. Par contre, elle est indivisible, c'est-à-dire unie. C'est ça que ça veut dire, indivisible. Donc cette liberté consacrée à l'article 18, elle est quand même encadrée dans la plupart des démocraties par certaines règles, où à chaque fois que l'entreprise décide de restreindre l'expression du fait religieux, elle doit le faire de manière justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché. Ça, c'est la phrase de la CEDH. Justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché. Et dans cette recherche de restriction qui est encadrée, il y a 6 motifs qui peuvent justifier cette restriction. La sécurité, l'hygiène, les intérêts commerciaux de l'entreprise, la bonne marge de l'entreprise, le respect du contrat de travail et le prosélytisme abusif. Ce qui veut même dire que d'un point de vue de la jurisprudence, vous pourrez avoir un prosélytisme de bonne loi, comme le dit la justice, dans le cadre de l'entreprise. Alors, est-ce que vous faites la différence entre un prosélytisme de bonne loi et un prosélytisme abusif ? Alors, je vais vous montrer, c'est très simple. Salut. J'étais à Dakpo le week-end dernier, c'était incroyable à quel point ça respire la paix, c'est vraiment le bonheur, j'adore cet endroit. Et puis vraiment, le bouddhisme, c'est le futur des religions. Enfin, vraiment, je me sens tellement bien dans cette atmosphère. Prosélytisme de bonne loi, exactement. Alors, on recommence. Salut. J'étais à Dakpo le week-end prochain, il faut vraiment que tu viennes le week-end après. Hein, parce que vraiment, non mais je te jure, il faut vraiment que tu viennes. Hein, puis demain, je te redirai, si tu viens pas, ça va être compliqué pour ta promotion là, la semaine prochaine. Hein, mais vraiment, il faut que tu viennes à Dakpo parce que c'est fondamental. Je te jure, c'est toi, en plus, tu prends rien. C'est le néant, ta vie. Alors que nous, on prend quelque chose de sérieux. Voilà. Donc là, vous êtes dans le prosélytisme abusif. Donc, on peut faire la promotion de sa religion dans la société, déjà ça c'est complètement... Enfin dans la rue, le prosélytisme abusif est autorisé. Hein. Mais dans l'entreprise, le prosélytisme de bonne loi est autorisé, il est restreint quand il est abusif. C'est-à-dire qu'en fait, le prosélytisme abusif est au prosélytisme de bonne loi, ce que le harcèlement sexuel est à la drague. Il n'y a pas d'autre différence. À partir du moment où c'est non, c'est non. Et tant que c'est oui, bah c'est oui, mais quand c'est non, c'est non. Bah voilà, c'est exactement pareil. Et comme ça, on comprend tout de suite beaucoup mieux comment fonctionne le prosélytisme abusif. On est censé comprendre. J'arrive sur un point mon dernier point de raisonnement avant d'arriver à la conclusion sur ce qui se passe dans le monde du travail. Quand on a donc ce processus qui est engagé par un collectif professionnel, pour que la diversité se vive positivement, il faut respecter un certain nombre d'étapes. Je vous en propose 4. La première, c'est connaître et se connaître. Parler aux autres plutôt que de parler des autres. Se respecter plutôt que de se tolérer. Tolérer en français, ça veut dire accepter l'autre par défaut. Puis de toute façon, il faut imaginer, dites à quelqu'un que vous aimez et que vous vous retrouvez, dites-lui « je te tolère ». Et ça fait un effet sympa, hein. Donc, respecter plutôt que tolérer, ça c'est fondamental. Et donc tout ça, c'est connaître. Connaître, ça inclut aussi que l'entreprise puisse connaître l'état de sa diversité. On a le droit de faire des sondages sur la base de religion en France, c'est encadré, on a le droit. Et c'est pas une statistique, un sondage, et surtout, c'est pas une statistique ethnique, qui est la seule chose interdite. Connaître et se connaître. Deuxième étape, prendre position. Alors, il y a 5 grandes familles de revendications sur le fait religieux en entreprise. Les congés, les vêtements, la restauration, la prière et les relations femmes-hommes. C'est les 5 lieux où la religion vient foutre le bazar, on va dire. Par rapport à ces 5 revendications, vous en avez qui sont très claires. Le droit, il est non négociable. C'est comme ça et pas autrement. Par exemple, la restauration. Une offre de choix. Point. On ne peut pas contraindre quelqu'un à manger quelque chose. En revanche, il y a des sujets où le droit est beaucoup plus large. Typiquement, sur la prière, vous pouvez tout faire. Vous pouvez de but en blanc interdire à tous les étages que quelqu'un prie. On ne vous accusera pas de porter atteinte aux libertés, parce que les gens peuvent prier chez eux. Mais vous pouvez aussi, à tous les étages, installer une salle de prière. On ne vous accusera pas de confessionnalisme, parce que c'est une liberté que vous avez le droit d'incarner chez vous. Il y a des salles de massage ou de sieste. Vous pouvez installer une salle de prière.
Donc quand les collaborateurs, collaboratrices découvrent ça, ils en demandent une parfois. Donc l'entreprise doit prendre position, et donc prendre son courage à deux mains. Typiquement, je vous parlais de la prière chez Schenker, qu'est-ce que je décide de faire? Quel est mon sujet? Quelle est ma position sur ce sujet? Troisième étape, expliquer, une fois qu'une position a été prise par ceux qui l'assument, qui ont cette responsabilité, donc qui a des conséquences sur la vie des autres. C'est Simone Veil qui disait qu'être responsable, c'est avoir de temps en temps à prendre des responsabilités, à prendre de temps en temps des décisions qui impliquent la vie des autres et pas simplement mes intérêts propres. Donc quand j'ai engagé cette responsabilité qui implique la vie des autres dans mon entreprise, d'expliquer cette décision que j'ai prise, qu'elle soit transparente, comme ça il y a une même pratique pour tout le monde. Une seule position, sur les congés, sur les vêtements, etc. Et puis une fois que cette explication a été transmise, l'appliquer rigoureusement, l'appliquer en respectant les règles, et l'appliquer selon des principes d'égalité, encore une fois. Alors, pourquoi finalement est-ce qu'on parle de cette diversité de convictions? Ce sera ma conclusion. Et pourquoi est-ce qu'elle peut être intéressante, voire utile pour l'entreprise? Il ne faut pas toujours être utilitaire, mais c'est intéressant quand même de s'interroger là-dessus. Eh bien, d'abord parce que la diversité existe, ça on le dit depuis ce matin, donc on va commencer à comprendre. Mais aussi parce qu'elle apporte beaucoup de choses, et c'est statistique, c'est vérifié. McKinsey, par exemple, cabinet de conseil américain, a réparti les entreprises du monde entier en 4 lots, donc en quartiles, comme on dit, de la plus diversifiée à la moins diversifiée. Donc ils prennent une statistique des collaborateurs, collaboratrices, ils regardent 10 critères de différence, hommes-femmes, couleur de peau, origine sociale, ethnique, territoriale, religion, orientation sexuelle, etc. Et puis ils vont classer, cette entreprise a un très fort taux de diversité, cette entreprise a un très faible taux de diversité, et ils sont répartis en 4 blocs, de la plus diverse à la moins diverse. Figurez-vous que de chaque quartile à chaque quartile, la performance de rentabilité des entreprises perd 10 points. 10 points. Donc si vous avez une rentabilité qui est à 34% sur le premier quartile, je ne sais plus le chiffre exact, de rentabilité sur une vente d'un produit, d'un bien ou d'un service, le deuxième quartile est à 24, le troisième quartile à 14 et le dernier quartile à 4 de rentabilité. Donc il y a une relation de corrélation, probablement de causalité parfaite entre le niveau de diversité d'une entreprise et sa performance. Et puis la deuxième raison, elle est plus gratuite, je dirais, c'est par rapport à l'éthique. Dans quelle société est-ce qu'on veut vivre? On a parlé tout à l'heure des CV musulmans avec la chance à l'embauche. Est-ce qu'on vit dans une société unie, uniforme, ou est-ce qu'on veut que même dans le monde du travail, on puisse incarner cet équilibre où on refuse de choisir, on dit « est » plutôt que « ou », un « est » inclusif plutôt qu'un « ou » exclusif, on veut vivre l'unité et la diversité. Merci beaucoup. Alors vraiment, chapeau à mes deux, ma voisine et mon voisin à droite, parce que, vous voyez, c'est extrêmement professionnel. Ils ont respecté à la minute près le time qui était accordé. Vraiment bravo. Bon, en tout cas, bravo, merci beaucoup. C'est à la fois très dynamisant, ça continue d'ouvrir et d'élargir le panorama qu'on a dressé depuis déjà ce matin. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'après la pause qu'on va prendre maintenant, il y aura des questions et disons de la discussion avec le support de la table ronde qui va s'installer après la pause. Je voudrais juste profiter d'avoir la parole pour en abuser et tout de même faire un tout petit peu un lien entre l'intervention de Radia et l'intervention de Samuel. C'est que pour passer, tu disais tout à l'heure qu'à la fin de ton mandat de présidence, tu t'es demandé avec Victor comment poursuivre et étendre le travail que vous aviez réalisé pendant ces années. Et tu as présenté ça avec beaucoup de, comment dirais-je, de densité, en même temps d'une certaine légèreté, en disant, on s'est dit, il y a tant de millions de jeunes, il y a tant de millions de gens au travail, on va aller chez les gens au travail. Mais c'est empreint d'une certaine modestie, parce qu'en réalité, il y a eu, dans une période un peu de transition, où dans la deuxième partie de ta présidence a coexisté, il y a eu quand même tout ce travail que vous avez fait et qui a été, que moi je trouve remarquable, d'entrer
non pas en institutionnalisation, mais en institution. C'est-à-dire que vous avez énormément travaillé avec le Conseil économique, social, environnemental, avec Bianco, l'Observatoire de la laïcité, merci, etc. Et que vous avez vraiment fait tout ce travail qui est vraiment une transition, et je pense que ça aide un peu à comprendre le passage qu'il y a eu de l'une à l'autre, n'est-ce pas? Et ça, c'est un travail considérable qui a été fait, qui est apporté à votre crédit, et je voulais juste le souligner. Voilà. Sur ce, chers amis, la pause nous attend.